Bienvenue au Polysécure. Je suis avec Anglade. Est-ce que tu peux te présenter? Bonjour, je suis Anglade Perrier, donc je suis un membre du conseil d'administration de l'ISACA Montréal. Donc j'ai contribué au développement du cadre de référence COBIT. Donc ça me fait plaisir de me joindre à vous pour parler un peu de COBIT. Oui, bien justement, c'est ça, c'est très intéressant parce que dans mon cadre professionnel, je croise beaucoup de gens qui, je pense, ne maîtrisent pas bien qu'est-ce qu'est COBIT et tous les avantages que COBIT peut présenter. Fait que c'est pour ça que je t'ai approché justement pour que tu puisses venir démystifier un peu qu'est-ce que COBIT et comment on peut l'utiliser de façon bénéfique dans les organisations et tout ce qui s'ensuit. Donc, je vais te laisser commencer à présenter le sujet et je vais poser des questions au fur et à mesure. Et effectivement, en fait, encore merci pour l'occasion, pour me permettre de vulgariser ce concept de COBIT. Je vais partir à partir d'une mauvaise conception de COBIT. Les gens pensent parfois que COBIT, c'est un cadre de conformité. Genre, on peut décider au sein d'une organisation qu'on va appliquer COBIT et que cette organisation va être conforme COBIT. Non. COBIT, c'est pas un cadre des bonnes pratiques de conformité. OK? Mais c'est un référentiel pour permettre de concevoir et mettre en place un cadre de gouvernance. C'est quoi un cadre de gouvernance en réalité? Il faut faire le lien avec la gouvernance d'entreprise, gouvernance TI, gouvernance d'entreprise. Donc, c'est là où vous allez comprendre l'importance de COBIT. Quand on parle de gouvernance d'entreprise, les entreprises existent, c'est pour atteindre certains objectifs, pour satisfaire les intérêts de certaines parties prenantes. Quand on parle des parties prenantes, il y a des parties prenantes internes, il y a des parties prenantes externes. Donc, par exemple, les régulateurs sont des parties prenantes externes. Ce que j'appelle parties prenantes, c'est les gens qui à un certain niveau, d'une manière ou d'une autre, ont un intérêt ou peuvent influencer l'organisation. Donc, il y a des parties prenantes internes, par exemple, les employés, les différents acteurs qui sont impliqués dans la gestion d'une organisation. Donc, tous ces intérêts, des fois, ils ont des intérêts totalement contradictoires. Maintenant, il faut harmoniser l'ensemble de ces intérêts pour pouvoir prendre de meilleures décisions qui vont satisfaire tout le monde ou la majorité des mondes. Donc, c'est de là l'importance de la gouvernance. Donc, comment faire le lien avec la gouvernance des TI? Mais compte tenu qu'aujourd'hui, TI occupe une grande place dans les organisations, dans l'orientation des organisations, dans l'atteinte des objectifs des organisations. Donc, TI, tout comme par exemple la finance, tout comme n'importe quel autre secteur, les opérations présentent une part importante de l'organisation, d'où la nécessité d'avoir justement cette vision pour permettre à TI de supporter l'entreprise ou l'organisation. En d'autres termes, c'est un peu le concept que vous allez voir aussi apparaître dans COBIT, le concept d'alignement stratégique. Quand on parle d'alignement stratégique, c'est toutes ces parties prenantes qu'on vient de parler tantôt. Comment, par exemple, TI qui devient un élément clé de l'organisation, comment on va le gérer, comment on va le superviser pour que ça rencontre les objectifs de ces différentes parties prenantes. Je vais prendre un exemple concret. Disons, qui est très proche TI, par exemple. Disons que les organisations aujourd'hui ont la responsabilité de protéger les renseignements personnels qu'ils collectent parce que la loi les oblige. Donc, le régulateur, qui est une partie prenante, influence la compagnie. La compagnie doit mettre en place des mesures pour protéger ces informations personnelles. Donc, c'est un intérêt d'une partie prenante qui influence l'organisation. Donc, TI, comme ces données sont dans des environnements technologiques, TI doit mettre en place des pratiques, des bonnes pratiques et des mesures, des contrôles en place pour protéger ces informations-là ou ces informations confidentielles-là ou personnelles-là. Donc, voilà le lien à établir quand on parle de parties prenantes et les TI. Okay? Donc, ça, c'est un premier élément par rapport à COBIT. Pour situer exactement où COBIT intervient. Donc, COBIT intervient pour nous permettre de gérer et gouverner les TI au sein de l'organisation. Deuxième élément important que je veux attirer votre attention, c'est que quand on parle de gouvernance des TI, vous allez remarquer dans COBIT, on parle de T et I et non pas TI. Donc, c'est
technologie et information. Donc, c'est pour dire que c'est l'environnement technologique, mais c'est aussi l'information, peu importe où ça se trouve. En d'autres termes, aujourd'hui, vous allez constater que dans les organisations, les périmètres des organisations sont en train d'être s'étendent. OK? S'étend énormément. Par exemple, les données ne sont plus forcément dans l'environnement ou sont partagées dans l'environnement interne de l'organisation et chez des fournisseurs, par exemple, ou des fournisseurs cloud, par exemple, pour en faire un exemple concret. OK? Donc, cette extension de l'entreprise fait en sorte que quand on parle de gouvernance TI, je ne parle pas seulement de la gouvernance de technologie qui est au sein de l'organisation, mais c'est aussi de l'information qui pourrait se trouver à l'intérieur de l'organisation et à l'extérieur également de l'organisation. Donc, c'est pour cela que quand vous allez voir COBIT, quand il parle de gouvernance TI, c'est pas TI, technologie de l'information, mais c'est T, technologie et information. Donc, ça, c'est un élément intéressant aussi à faire ressortir sur COBIT. Donc, c'est ce référentiel-là qui va nous aider à mettre en place ce cadre de gouvernance. Donc, ce mécanisme-là pour permettre de contrôler TI, de superviser TI pour s'assurer que TI est aligné aux objectifs d'affaires. En d'autres termes, voilà l'objectif. OK? Et qu'est-ce que ça va amener comme résultat? C'est les bénéfices. OK? C'est la création de valeur. Ça aussi, c'est un terme, je vais pas dire flou, mais assez vaste pour mettre tout ce que tu veux dedans. Mais dans une perspective COBIT, quand on parle TI pour créer de la valeur, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est 3 éléments. Premièrement, c'est la création de bénéfices. La création de bénéfices, c'est en lien à la livraison des solutions technologiques. Comment je vais livrer des solutions dans un coût raisonnable, qui respecte le temps? Comment je vais livrer des solutions technologiques qui sont adaptées aux besoins appropriés? C'est en lien à la livraison. OK? Donc, ça, c'est la création de bénéfices. Donc, en d'autres termes, des projets qui amènent des retards, des projets qui livrent des solutions technologiques qui ne sont pas adaptées aux besoins. Donc, ça, il n'y a pas de création de valeur. Deuxième élément, quand on parle de création de valeur, encore dans une perspective de COBIT, c'est la gestion de risque, l'optimisation du risque. Donc, c'est une chose de créer de la valeur, c'est une chose de protéger cette valeur. C'est une chose, par exemple, de dire que vous avez développé un algorithme qui permet à l'entreprise de générer des revenus. Okay, donc, vous avez un projet, vous avez développé une solution intelligence artificielle qui permet à l'entreprise de générer des revenus, mais c'est une autre chose de protéger cette information-là ou cette vérité-là ou ce secret d'affaires-là. Sinon, vous allez perdre l'avantage concurrentiel que vous avez. Donc là, on tombe dans la gestion de risque. OK? Donc, comment on peut optimiser le risque? Et le troisième élément, c'est l'optimisation des ressources, les ressources qui sont utilisées. Là, c'est plus en lien aux opérations TI. Par exemple, quand j'ai des infrastructures désuètes, quand j'ai des applications désuètes, ça pourrait avoir un impact, ça pourrait faire en sorte que l'organisation dépense beaucoup plus. Donc, quand je suis en mode gestion de la désuétude, gestion des opérations et une bonne gestion des incidents, éviter que des incidents engendrent des pertes opérationnelles, je suis en création de valeur. En d'autres termes, COBIT, qui c'est ce référentiel de bonnes pratiques qui va nous permettre de gérer et gouverner TI pour créer de la valeur. Ce concept de création de valeur, c'est à 3 éléments qu'il faut penser. C'est réalisation de bénéfices, c'est l'optimisation du risque et c'est l'optimisation des ressources. OK? Et sinon, ça fait pas mal de tour. Et l'autre élément intéressant que je vais attirer votre attention sur ce concept de COBIT pour le situer par rapport à l'organisation. Des fois, les gens pensent que COBIT, il faut l'appliquer by the book. C'est pas du tout ça. OK? Donc, c'est un outil qui vous permet de réfléchir. Donc, d'où le concept de personnaliser les objectifs. OK? Parce que le référentiel a été conçu selon les bonnes pratiques des organisations standards. Quand je parle des organisations standards, je parle des grosses organisations qui ont un conseil d'administration, qui ont une équipe de gestion, qui ont des différentes structures indépendantes ou structures organisationnelles, etc. De grosses organisations. Or, dans la réalité, c'est pas concevable de dire que, par exemple, ce que vous allez demander à une banque de mettre en place comme politique de sécurité, c'est la même politique que vous allez demander aux dépanneurs du coin. OK? Donc, d'où
appliquer COBIT, ça veut dire l'adapter au contexte de l'organisation. Donc, c'est pas un référentiel où tout le monde doit faire exactement la même chose. Si on l'approche de cette manière, on va faire fausse route avec COBIT, mais il faut l'adapter au contexte de l'organisation, aux besoins de l'organisation. Ouais. Mais déjà là, de toute façon, de la gouvernance, ça c'est pas comme une recette. Déjà là, en partant, faut enlever cette idée-là. C'est pas comme un cadre plus terrain comme les cadres du NIST, par exemple, qui sont très, ils dictent beaucoup plus quoi faire et non les objectifs à atteindre ou de façon plus vaste, qui permet un alignement. Parce qu'un et l'autre, un va être utile, le NIST va arriver en bout de piste parce que si on le met en œuvre, ça va bénéficier à COBIT. Mais c'est pas le même genre d'approche non plus. C'est un peu aussi de mon expérience que j'ai vu, c'est que les gens peut-être plus terrain ont peut-être un peu de misère à comprendre COBIT. Ils veulent l'appliquer de la même façon qu'ils vont appliquer des recettes plus technologiques ou plus directes à leur organisation. Effectivement. Donc, à ce moment-là, c'est faire fausse route. C'est mal utiliser COBIT parce que ça va être trop lourd pour n'importe quel type d'organisation. Comme je vous dis, de par la base même de la conception du référentiel, ça n'a pas été approché pour être utilisé de cette manière. C'est vraiment un outil d'aide à la réflexion pour réfléchir sur votre contexte à vous. OK. Donc, c'est pour cela, l'un des éléments, si vous ouvrez encore COBIT, vous allez voir ce que COBIT n'est pas. COBIT n'est pas un cadre pour organiser les processus d'affaires. COBIT n'est pas prescriptif. Très important. Donc, c'est pas comme, OK, COBIT me dit de faire. COBIT va pas te dire de faire X, de faire Y. OK? Comme tu l'as si bien mentionné, contrairement au NIST où tu as des contrôles bien précis, ok, tu vas mettre tel contrôle en place, mais COBIT va pas te dire non. COBIT va pas te dire non plus quelle décision prendre. Il va te dire comment te structurer pour prendre de meilleures décisions. Quel acteur impliqué pour prendre de meilleures décisions. Mais il va pas te dire prendre telle décision d'architecture ou telle autre décision d'architecture. Oublie ça. OK? Donc, si c'est de cette manière qu'on approche COBIT aussi, on va faire fausse route. Donc, il faut le prendre vraiment que c'est un référentiel qui aide à gérer et à gouverner les TI. Gérer et gouverner les TI, ça veut dire quoi? S'assurer que ce qui se fait en TI est aligné sur les attentes de l'organisation. Quand on parle attentes de l'organisation, c'est pas attentes des acteurs internes seulement, mais attentes de l'ensemble des parties prenantes, des acteurs internes et des acteurs externes. Okay. Ouais, d'ailleurs, les fiches, pour ceux qui les ont vues, justement, sont très forts sur les intrants et les extrants de chaque activité. Et dont aussi toutes les parties prenantes. Tu parles d'interne, externe. C'est très intéressant parce qu'on est vraiment dans un contexte où, puis j'aime beaucoup la façon que tu l'expliques, c'est qu'on ramène les bonnes personnes autour de la table pour prendre la bonne décision et non de dire voici la décision, tu n'as rien à faire. Exactement. Exactement. Et l'autre élément, et qui est encore très pertinent dans le cadre de ce référentiel, parce qu'il y a la méthode, le référentiel, il y a, je crois, 3 ou 4 livres, il y a la méthode, il vous explique la méthode, il vous explique les objectifs, comment atteindre les objectifs, il vous explique, par exemple, comment l'adapter, le personnaliser. Donc, qui est un élément clé. Donc, les facteurs qui influencent la conception d'un système de gouvernance. Si je veux aller un peu plus loin sur encore ce concept, COBIT, c'est un référentiel qui nous permet de mettre en place un système de gouvernance. Là encore, c'est un élément assez intéressant. Des fois, dans les organisations, on constate que si vous prenez 2 organisations ou 2 professionnels différents qui parlent de gouvernance de TI, ils parlent pas prendre toutes de la même chose. Dans certains cas, vous allez voir certains qui parlent des politiques, des procédures, des standards comme la gouvernance. Vous allez voir dans d'autres que c'est la structure organisationnelle. OK? Donc, il y a un flou là-dedans. Mais ce que COBIT amène, c'est, OK, tout ça, ce sont des composantes de ce qu'on appelle un système de gouvernance. Un système, c'est quoi? C'est un ensemble d'éléments qui ont des relations entre elles et qui sont gouvernés par une certaine loi. C'est ça un système, OK? Un ascenseur, c'est un système. Donc, tu as les boutons, tu as les trucs, etc. Un bâtiment, c'est un système. Donc, tu as différentes composantes qui sont reliées entre eux, OK? Eh bien, pour le système de gouvernance, ce que COBIT amène, c'est ça. Donc, quelles sont les composantes d'un système de gouvernance? Donc, vous avez le cadre qui va vous dire comment concevoir un système de gouvernance adapté à votre contexte. Donc, le cadre,
c'est COBIT. Le système de gouvernance, c'est ce que vous allez mettre en place dans votre contexte. Donc, dans ce système de gouvernance, c'est quoi les composantes? Vous avez les processus. Donc, les processus, c'est l'ensemble des activités. Comment je gère la stratégie TI? Comment je gère... Donc, c'est le comment. OK? Donc, le processus. C'est les gens. C'est la structure organisationnelle. C'est le cadre normatif, les lois, les règlements. Donc, il parle de 7 ou 8 composantes de système de gouvernance. Donc, il parle des infrastructures, de l'information. Donc, c'est l'ensemble de ces composantes qui va constituer le système de gouvernance. Je vais prendre un exemple concret pour vous permettre de comprendre. Si je prends encore l'exemple de l'information qu'on parlait tantôt. Donc, le gouvernement impose à l'organisation, le gouvernement qui est un acteur externe, impose à l'organisation de protéger les informations personnelles que cette organisation collecte. OK? Donc, ça, c'est le besoin de portfolio. Et il faut rencontrer ce besoin. Pour rencontrer ce besoin, il faut mettre en place un cadre de gouvernance des TI qui soit aligné, qui va répondre à cette exigence. OK? Dans ce cadre de gouvernance, qu'est-ce que je vais mettre en place pour protéger cette information, justement? Il faut être capable d'identifier ces informations où ça se trouve, dans des infrastructures, le composant infrastructure. Les gens qui manipulent ces informations, donc vous allez voir dans certaines organisations, ils vont parler de classification de l'information, ils vont parler de qui manipule cette information, les acteurs. Qui a la responsabilité de protéger cette information? OK? Ces informations se trouvent sur des serveurs. Ces serveurs ont des vulnérabilités. Qui est en charge de gérer les vulnérabilités sur ces serveurs? Le qui fait quoi? OK? Et on est encore dans le cadre sur l'utilisation de cette information. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette utilisation qu'on va transformer dans des politiques, dans des standards et dans des procédures? Donc, il y a une politique qui dit à l'intérieur de l'organisation qui dit dès qu'on collecte de l'information, voilà ce qu'on peut faire avec, ce qu'on peut pas faire avec. Donc, c'est le cadre normatif. OK? Donc, vous voyez, donc j'ai pris le processus qui est une composante, donc comment on manipule ces informations, comment on collecte cette information, etc. Le qui fait quoi? Donc, qui sont les décideurs, qui a la responsabilité de protéger cette information, qui a la responsabilité de collecter cette information. Donc, j'ai l'environnement technologique, l'infrastructure, etc. OK? Donc, cette information se trouve où? Il faut les localiser, les protéger. Le cadre normatif, les politiques, les procédures, les standards à mettre en place, le standard de sécurité que je vais mettre sur mon infrastructure serveur, sur mes serveurs, ou les paramètres de configuration que je vais définir, c'est parce que je veux protéger cette information. Donc, ce cadre est aligné avec ce besoin. Donc, vous voyez, donc c'est l'ensemble de ces composantes. Donc, c'est pas juste une question de processus, c'est pas juste une question de structure organisationnelle, c'est pas juste, mais c'est l'ensemble de ces éléments qui va constituer ce qu'on appelle un système de gouvernance, qui va faire que la machine fonctionne correctement. Okay? Mais ce concept de personnalisation également, faire en sorte que toutes les composantes n'ont pas forcément le même poids, les mêmes valeurs. Ce que je veux dire par là, dans une industrie très régularisée comme une banque, par exemple, une institution financière, peut-être que vous allez voir le volet cadre normatif, politique, procédure, standard prend une place importante. Alors que pour le dépanneur du coin, par exemple, je m'attends pas à avoir, par exemple, une structure de documentation tout aussi profonde qu'une banque, par exemple. Okay? Donc, quand je dis, c'est les composantes ne sont pas les mêmes. Et pourtant, les deux peuvent avoir, par exemple, les mêmes serveurs de courriel. Les deux peuvent utiliser, par exemple, les mêmes services de cloud. Donc, ils vont appliquer les mêmes contrôles de sécurité. Et pourtant, ils n'ont pas les mêmes cadres normatifs. Vous comprenez? Donc, dépendamment de quel contexte, dépendamment de quelle structure d'organisation, les composantes vont avoir un certain poids. Okay? Donc, c'est ce qui va jouer sur la personnalisation d'un système de gouvernance. Donc, pour reprendre rapidement, donc j'ai COBIT, qui est le référentiel qui va m'aider à concevoir un système de gouvernance. Ce système de gouvernance, c'est pour permettre de créer de la valeur, pour permettre à TI de s'aligner sur les objectifs de l'organisation ou les intérêts des différentes parties. J'aime bien ça que tu utilises l'exemple du dépanneur, qui est quand même extrême, mais quand même un exemple dans lequel, parce que aussi la perception que COBIT n'est faite que pour les très
très grandes organisations de par le modèle type qui a été utilisé, mais effectivement, dans la personnalisation, c'est fait pour pouvoir amener ça vers des organisations plus modestes et les amener quand même à se doter d'un cadre de gouvernance. Exactement. Et c'est exactement ça. Donc, c'est pour ça que je vous dis, si on perd ça de vue, on va perdre l'essence même de l'outil. Donc, si on veut faire que ça soit la panacée qui va régler tous les problèmes de gouvernance, désolé, on est en train de faire fausse route. C'est vraiment un outil pour réfléchir sur notre contexte. Oui, ben c'est ça. Là aussi, c'est un élément de réflexion qui est important parce que souvent les organisations perdent de vue justement la création de valeur, qui est quand même l'élément essentiel de l'organisation, parce que si l'organisation ne crée pas de valeur au sens large, elle n'a pas vraiment de raison d'être. Donc, une organisation privée va finir par périr, ou une organisation publique va finir par se faire challenger sur la valeur justement qui est perçue par le public, sur lequel elle apporte. Donc, c'est très important, même dans un petit contexte, d'y aller. Là. Et effectivement. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est un outil fameux, très bienvenu dans la boîte à outils des professionnels, mais quand c'est très mal utilisé, ça peut faire du mal également. Donc, ça peut créer une lourdeur administrative non nécessaire, donc qui va détruire de la valeur au lieu que ça crée de la valeur. OK. Donc, c'est ça. Donc, d'où la nécessité aussi que l'expérience qui vient dans l'implémentation de COBIT, ça aide beaucoup. Parce que c'est pas genre une recette de pizza où tu le remets à quelqu'un et puis il va l'appliquer by the book. Oui, ça prend une bonne connaissance de comment fonctionne la gouvernance. Puis ça aussi, je trouve ça un peu malheureux dans le domaine. Il y a plusieurs personnes qui s'improvisent en gouvernance sans les connaissances et l'expérience. Puis là, tu l'as dit, vraiment expérience, parce que on ne naît pas en gouvernance, on devient en gouvernance parce qu'il faut apprendre le fonctionnement et la façon d'apprendre. Généralement, c'est en le faisant et en grandissant dans ce genre de choses-là. Effectivement. Et si vous me permettez, je pourrais juste ajouter également que en plus de l'expérience et de la formation, mais ça prend aussi une certaine expertise de l'industrie de la compagnie. Donc, si j'ai passé toute ma vie dans l'industrie financière et que demain je me trouve dans une industrie pétrolière, par exemple, je peux pas prétendre que tout ce que j'ai appris lors de la mise en place d'un cadre de gouvernance de cette industrie, ça va être applicable dans l'industrie pétrolière, par exemple, parce que les lois sont pas les mêmes, les exigences réglementaires sont pas les mêmes, les acteurs sont pas les mêmes. OK? Encore ce concept de personnalisation qui revient, les facteurs qui vont influencer votre système de gouvernance. OK? L'autre élément, là j'ai parlé sur le système de gouvernance. Donc COBIT présente ce qu'on appelle les principes d'un bon système de gouvernance. Donc il fait la distinction entre deux types de principes. Tu as les principes de bon fonctionnement d'un système de gouvernance, prendre l'intérêt des parties prenantes, s'assurer que ça couvre l'organisation de bout en bout, pas juste une question de TI. Donc ils sont au nombre de 7. Et puis il y a ce qu'on appelle les principes d'un bon cadre. Donc, il y a le cadre. Encore, je vais prendre un exemple pour vulgariser. Prenons un architecte ou prenons un ingénieur civil. OK? Donc, ils ont toute une boîte à outils quand ils doivent concevoir un nouveau bâtiment. Donc, qu'ils conçoivent un hôpital ou une école ou une maison habitable, c'est pratiquement les mêmes outils. Donc, ils vont représenter la porte de la même manière, ils vont représenter le tablier de la même manière, etc., les mesures de la même manière. OK, donc ça, c'est la boîte à outils, tout ce qu'ils ont pour présenter un bâtiment sur un plan. OK? Maintenant, un hôpital, on est d'accord qu'un hôpital, c'est pas une école. Un hôpital, c'est pas une maison habitable. Donc, il y a d'autres besoins qu'il faut prendre en compte. Donc, c'est ça. Donc, il y a la boîte à outils qui leur permettent de concevoir, mais ce qu'ils vont concevoir, qui est le système, ça doit être adapté aux besoins. Donc, c'est la même chose. Donc, tu as le système de gouvernance que vous allez concevoir adapté à votre organisation. Donc, il y a certains principes pour le bon fonctionnement de ce système, mais le cadre que vous allez utiliser pour concevoir votre système, ce cadre aussi, il y a des principes qui le régissent. Donc, COBIT présente 3 principes qui permettent qu'un cadre soit pertinent. Il faut que le cadre soit flexible. Donc, c'est cette flexibilité qui fait en sorte que vous allez voir dans les documentations qui sont développées dans le cadre de COBIT, vous allez voir
des systèmes de gouvernance proposés pour des sujets particuliers. Donc, vous pouvez avoir pour DevOps, vous pouvez avoir pour cybersécurité, donc, il y a cette flexibilité. Donc, le cadre te donne cette flexibilité pour adapter des systèmes de gouvernance. Ça pourrait être pour une entreprise à large, mais ça pourrait être pour un domaine particulier. Ça pourrait être pour une préoccupation particulière. L'autre élément du principe pour le cadre qui fait que le cadre est pertinent, c'est un cadre conceptuel. OK? Donc, quand c'est un cadre conceptuel, cela veut dire que j'ai pas besoin de faire évoluer le cadre à chaque fois. Par exemple, si demain, l'enjeu, c'est l'enjeu avec l'intelligence artificielle et que je dois encadrer l'utilisation de l'intelligence artificielle au sein d'une organisation, j'ai pas besoin de faire évoluer COBIT pour ça. OK? Mais je vais adapter mon système de gouvernance. À ce moment-là, le cadre conceptuel, c'est quoi? C'est identifier les éléments, identifier la relation entre les éléments, un peu ce qu'on vient de faire. Vous voyez, l'information. Protéger l'information, ça prend une politique, donc ça prend un cadre, ça prend des standards, ça prend des gens, ça prend des infrastructures, etc. Donc, c'est les composantes. Donc, c'est identifier ces composantes, c'est identifier la relation entre ces composantes. Donc, c'est ce qui appelle un cadre conceptuel. Donc, peu importe que ça évolue, peu importe maintenant que les composantes sont différentes demain, la logique va rester pareille. Ouais? Donc, les éléments, les composantes, la relation entre les composantes. Donc, en d'autres termes, c'était juste pour présenter les deux types de principes que COBIT présente. Il y a les principes du système de gouvernance que vous allez concevoir pour votre organisation. Il y a les principes du cadre que vous utilisez pour concevoir votre système. OK? Que je trouve assez intéressant également. Un autre élément qui a évolué par rapport à COBIT 5 que je trouve très intéressant, c'est que avant on avait COBIT 5, la méthode et la description des processus ou des objectifs, ensuite l'implémentation. Entre les deux, ce qu'on a pu constater, et justement c'est ce qui a expliqué sur le marché qu'on a eu, genre, cette réticence à adopter COBIT parce que les gens pensaient qu'il fallait vraiment l'appliquer et by the book, tel quel, comme une recette. OK? Donc, entre les deux, ils ont développé ce qu'on appelle la conception de système de gouvernance. Les paramètres qui influencent la conception de gouvernance, qui est un autre document. Avant, il y en avait 3. Donc, il y a la méthode, le processus, l'implémentation. Aujourd'hui, il y a la méthode, il y a les objectifs de gouvernance et de gestion, il y a la conception, l'outil de conception, et puis il y a l'implémentation. Ça aussi, c'est un élément nouveau amené avec COBIT 2019 qui est très intéressant aussi dans l'applicabilité de COBIT et dans l'industrie. Ouais, puis il y a d'ailleurs aussi des livres spécifiques pour la sécurité, par exemple. Ils ont plein de publications connexes qui sont très intéressantes et très pertinentes aussi, justement pour guider les organisations à bien concevoir leur système de gouvernance. Effectivement. En plus, dans la conception, il y a un autre outil assez intéressant, assez puissant dans COBIT, que je m'en voudrais de ne pas en parler. C'est ce qu'on appelle cascade d'objectifs. La cascade d'objectifs, c'est, vous vous rappelez, quand on a débuté notre conversation, je disais que c'est COBIT, c'est un outil qui permet de mettre en place un cadre de gouvernance, un système de gouvernance, pour s'assurer que ce qui se fait en TI est aligné aux objectifs d'affaires. Maintenant, comment être capable de faire ce lien entre ce qui se fait, parce qu'on est très loin en TI. OK? Le gars qui gère les incidents, il est très loin de ce qui se fait au conseil d'administration, par exemple, ou au comité de gestion, par exemple, ou le plan stratégique. Comment ramener ce lien? Eh bien, cette cascade d'objectifs permet de faire ça. Partir de l'objectif d'affaires et aboutir jusqu'aux objectifs et de gouvernance et de gestion et les activités nécessaires ou les composantes à mettre en place pour pouvoir atteindre tel objectif. En d'autres termes, si je prends encore un exemple, donc vous allez voir l'exemple que j'ai pris tantôt pour la protection des renseignements personnels. Donc, il y a un besoin de conformité. On veut se conformer aux exigences que cette entité du gouvernement met en place. Il y a l'objectif, donc vous allez retrouver dans COBIT besoin de conformité comme un objectif. De là, il va découler un ensemble d'objectifs de gestion et de gouvernance
encore dans COBIT, qui va vous dire, OK, voilà les processus sur lesquels vous devriez vous concentrer si vous voulez gérer correctement la conformité. Par exemple, la surveillance de la conformité et être capable d'identifier les exigences de conformité, etc. Il y a plein de processus. Et puis de là, ça va découler jusqu'aux activités. Et que concrètement, pour quelqu'un qui se trouve en TI, concrètement, ça va vouloir dire quoi? Qu'est-ce qu'il y a comme activité? Donc ça aussi, c'est un outil assez puissant qui permet de faire vivre ce référentiel qui est COBIT, que je trouve très intéressant également. Effectivement, très intéressant. Ça fait un premier tour d'horizon de COBIT qui permet justement de mettre les bases. C'est sûr qu'on va poursuivre sur d'autres épisodes parce que COBIT, c'est beaucoup plus grand que ça. Puis d'ailleurs, dans certains, on va même aller jusqu'à des exemples d'implantation justement pour donner une perspective aux gens qui peut-être justement défaire certaines peurs ou certaines angoisses par rapport à ce que COBIT peut représenter. Donc, je te remercie pour ce premier tour d'horizon. C'est très enrichissant. J'espère que les gens vont en tirer le même bénéfice que j'en ai tiré. Puis merci beaucoup. Merci et ça fait plaisir et à la prochaine.